Non, 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 je pense que c'est un malade, un sociopathe, ça s'appelle, qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal et qui fait n'importe quoi pour arriver à ses fins. Au départ, quand il avait décidé de tuer cette personne, c'était pour s'en débarrasser, pour qu'elle n'aille pas se plaindre à la police et qu'il puisse récupérer passeport et argent. Il dit que Sobrage va sortir de prison le 2 septembre 2023. Ça a été un terrible choc. Donc il pourrait venir en Thaïlande, oui, s'il voulait. Pour me tuer, peut-être. Vous avez peur aujourd'hui? Disons, si je le voyais arriver là, si c'était vraiment aperçu qu'on avait tout compris, je ne sais pas si je serais encore là. Non, il a eu quand même deux maîtresses thaï. Hein. Ça ne durait pas longtemps, hein. 2-3 jours, et puis après, il s'en allait. Ne doutez pas de lui, hein. Il ne doutait pas de lui-même, jamais, jamais. Il avait toujours raison, il avait toujours le dernier mot. Voilà. C'était pas grave de supprimer ce genre de personnes qui ne servent à rien. Salut à tous, Sabrita est en direct de Thaïlande. Je suis à Khanom et aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur la fameuse série Netflix Le Serpent. Le Serpent qui raconte l'histoire de Charles Sobrage, un serial killer, un tueur en série qui sévissait dans les années 70 à Bangkok, en Thaïlande, et qui a commis plusieurs crimes. Donc aujourd'hui, je vais à la rencontre de Nadine qui était très proche du serpent de Charles Sobrage. Donc je parle de la vraie Nadine, pas de l'actrice. Et donc je vais lui poser quelques questions sur cette série, sur les faits réels qui ont eu lieu dans les années 70 et voir un petit peu quelle est sa perception, si elle peut nous donner quelques détails complémentaires. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, car je poste pas mal de contenu intéressant. Bon visionnage. Bonjour Nadine, comment allez-vous? Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Merci beaucoup, je suis très content de vous rencontrer aujourd'hui Nadine. Moi aussi. Je voulais vous poser quelques questions. Déjà Nadine, que pensez-vous de la série qui est passée sur Netflix? Est-ce que, selon vous, on recrée bien l'ambiance routard hippie des années 70 à Bangkok? Oui, oui, elle est excellente pour ça. Simplement, il n'y a jamais eu de grosse soirée ni de fête à la piscine comme on voit dans la série. Hein. Il y avait des gens qui passaient, oui, pas mal, mais chacun leur tour. J'ai jamais eu de grosses fêtes comme dans la série. D'accord. Sinon, l'atmosphère générale ah oui, oui, est oui, bien ça c'est très bien. Oui. recréée. Que pensez-vous de l'acteur qui incarne Charles Sobrage? Excellent. C'est un grand acteur, hein, et l'équipe de maquillage a fait un travail fantastique. J'ai eu un choc quand je l'ai vu. Ma réflexion a été, c'est pas possible, il est en prison. Tellement j'ai été impressionné. Ah, vous pensez que c'était lui, carrément? Oui, ça aurait pu être lui, tellement c'était ressemblant. Et concernant l'actrice qui incarne le rôle de Nadine, votre rôle? Elle est très bien aussi, tout le monde dit, moi aussi, que ça me ressemble beaucoup. Autant physiquement que... Au niveau du caractère? Au niveau du comportement, de la façon de marcher, etc. À part qu'elle nage beaucoup mieux que moi. Hein. Ah bon? Ah oui. Quelle a été votre plus grande peur à l'époque où vous avez côtoyé Charles Sobrage? J'ai eu peur tous les jours. Quand ils sont rentrés au mois de février, mars, quand ils sont rentrés du Népal, Hong Kong, je ne sais où, et que je savais, ou que je me suspectais fortement d'avoir tué tous ces gens, et lui ne savait pas que nous savions. Donc là, il a fallu faire des sourires pendant 2 mois. J'avais très peur. Et j'ai eu très peur surtout le jour où ils sont rentrés. Et je me suis retrouvé dans la cabine d'ascenseur avec eux. Dans une toute petite cabine d'ascenseur, à 3 personnes. Et j'entendais mon cœur qui battait, la chamade. Et je me disais qu'ils l'entendaient aussi. Et que s'ils l'entendaient, c'est que ça y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Mais en fait, non. Est-ce que ces moments de peur aussi, qu'on voit dans les films, dans la post-office, et surtout quand vous retournez à la mansion? Et Charles, bah c'est là, c'est là. Ah, c'était là. En fait, ils m'ont pas retrouvé à la post-office. Je pense que le condo, les appartements où a été filmée la série, n'avaient pas d'ascenseur.
Ah, il n'y avait pas d'ascenseur en fait. Je pense que c'est ça, j'ai oublié de demander. Donc ils ont recréé la rencontre à la poste. Je n'allais jamais à la poste, il n'y a pas besoin. On recevait le courrier à l'hôtel où travaillait mon mari. Est-ce qu'il y a eu des moments qui n'ont pas été décrits dans le film? Autre chose? Oh oui, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne saurais pas quoi dire. Si, il y a cette histoire de coups de poing dans le ventre, je l'ai bien eu, hein, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ah oui? Ça s'est oui. passé comment? Eh ben, on ne sait pas pourquoi. Ça l'a pris un soir. On était quelques personnes dans l'appartement. Et il avait un sac de... Comment on appelle ça? C'est les sacs de sable pour les boxeurs. D'accord, un sac de frappe. Ouais, dans le milieu du salon. Donc il s'amusait avec ça, puis il s'est retourné et il m'a envoyé le coup de poing dans le ventre. Ça m'a fait horriblement mal. Donc quand j'ai pu me relever, je suis parti, je suis rentré chez moi. Il est venu tambouronner à ma porte. Je n'ai pas ouvert. C'est elle qui est venue le lendemain me voir, s'excuser, etc. Est-ce qu'il y a eu des choses intéressantes, pertinentes, qui n'ont pas été décrites dans le film et qui auraient mérité de figurer dans ce film-là? Oui, il manque des personnages. Il en manque un très important qui s'appelait Yannick. Mais bon, la production n'a pas pu le retrouver. C'est lui qui nous a tout expliqué, parce que je pense qu'il savait plus de choses qu'il le disait. Il était tellement subjugué par Sobrage, que Sobrage en avait fait son secrétaire, il avait même donné la clé du coffre. Donc ce Yannick, on n'a pas pu le retrouver. Mais je pense qu'il n'est pas... c'est moi qui dis ça. Hein. Je pense qu'il en savait plus qu'il nous l'a dit. Il a dû peut-être même voir des choses. Yannick était plus proche de Charles Sobrage que vous? Oui, il était vraiment subjugué, il le suivait partout, c'était son secrétaire, entre guillemets. D'accord. Et il nous a même montré, ce soir-là, là où il nous a expliqué que les 2 Hollandais avaient été tués, mais brûlés, c'est la photo qu'on voyait dans le journal. Il y avait un morceau de tuyau en plastique qui sentait l'essence sur le dessus du frigo. Voilà, il nous a montré ça aussi. Avez-vous appris des choses en voyant la série? Des choses que vous ignoriez? Non. Non? Non. D'accord, parce que vous avez participé en fait au script, c'est ça? Oui, mais j'aurais pu découvrir des choses en lisant les scripts. Non, il n'y a rien de particulier. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des moments insoutenables pour vous, qui vous ont ramené à des souvenirs que j'imagine difficiles? En voyant la série? Oui. Non, parce que ça fait 45 ans que je traîne cette histoire-là. J'ai eu le temps de m'habituer. D'accord. Hélas. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait rester en Thaïlande, malgré cette très mauvaise ambiance? On n'est pas resté en Thaïlande, on est parti, hein, en 76. On est parti et on est revenu en vacances en 88. Avec votre époux? Voilà. Et on s'est dit qu'on n'aurait jamais dû quitter la Thaïlande. Donc on est revenu s'installer dès qu'on a pu. Que pensez-vous de la Thaïlande, en fait, des années 70 et la Thaïlande d'aujourd'hui? Pour moi, c'est la même chose. Les gens sont gentils, très serviables. Il y a une atmosphère très agréable pour vivre. Voilà. Il y a moins de hippies. Il y a plus, on ne voit pas de hippies. On voit des gens avec des sacs à dos, mais c'est plus le métal d'esprit. Et puis en plus, ils sont bien équipés maintenant. Ils peuvent correspondre avec leur famille s'ils s'en vont en vacances. À l'époque, c'était la croix et la bannière. C'était les cartes postales, du courrier postal. J'étais obligé, quand j'écrivais une lettre à mes parents, j'avais un petit carnet où je notais de quoi je leur avais parlé, parce que quand je recevais leurs réponses, quelquefois je ne savais plus de quoi ils parlaient. Il fallait à peu près un mois pour faire les retours. Pourquoi on appelait Charles Sobrage le serpent, selon vous? Ah, bah parce qu'il a fait beaucoup d'évasions. Il s'est sorti de prison tout seul, ou d'hôpital, très facilement. Il s'est faufilé comme un serpent. D'accord. Est-ce qu'il avait un désir de richesse? Est-ce qu'il voulait s'enrichir? Est-ce que c'était un pervers narcissique ou... Non, je pense que c'est un malade, un sociopathe, ça s'appelle.
qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal et qu'il fait n'importe quoi pour arriver à ses fins. Et arriver à ses fins, c'était de récupérer de l'argent. Donc c'était sa seule, seule motivation, c'était l'argent en fait. Ouais. Il ne tuait pas pour le plaisir. Peut-être aussi, mais en tout cas, au départ, quand il avait décidé de tuer cette personne, c'était pour s'en débarrasser, pour qu'elle n'aille pas se plaindre à la police, et qu'il puisse récupérer passeport et argent. Est-ce que vous avez constaté beaucoup de disparitions dans l'entourage, dans l'hôtel où vous étiez, dans l'établissement où vous étiez? Ah bah oui, on a vu, j'ai vu les 2 Hollandais, j'ai vu le Turc, j'ai vu ces 3-là. Qui ont disparu? Oui. D'accord. Je les ai rencontrés personnellement. Il y a eu une Française que je n'ai pas vue moi-même et que Dominique a rencontrée. Il y a eu une Américaine, pareil, que je n'ai pas vue. Et puis les autres, dans d'autres pays, je n'ai pas pu les voir, bien sûr. Il y a une question que je me pose souvent, c'est pourquoi est-il revenu au Népal alors que... Beaucoup de gens se posent la question, moi aussi. J'ai vu... Ce que j'entends le plus, c'est qu'il était en recherche de notoriété. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui, alors... Ah bon? D'accord. Il voulait revenir sur la scène, quoi. Mais c'est un peu gros, quand même. Hein. Non, c'est un gars qui se croit invincible. Hein. Donc il ne pensait pas qu'il allait se faire arrêter, alors? Non. Il avait déjà été arrêté, mais au Népal. Avec les passeports ils avaient les passeports de 2 Hollandais. Donc pour lui, avec son vrai nom, son vrai passeport, il n'était jamais venu au Népal. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'il a essayé de mettre en avant quand ils l'ont arrêté. Je n'ai jamais mis les pieds au Népal. D'accord. Donc il se pensait vraiment invincible? Ah oui. On peut rien lui faire. Est-ce que celui qui bosse à l'ambassade, Herman, s'appelle? Oui. Herman, c'est ça? Il a beaucoup contribué à son arrestation? Bien sûr. Qu'est-ce qui le motivait en fait à faire ça? Mais parce que par humanité, comme nous, il fallait arrêter ça. Lui, il cherchait son jeune couple de Hollandais. Après, il s'est rendu compte, grâce à nous, qu'il y avait eu d'autres personnes qui avaient été, qui auraient pu être tuées aussi. Hein. Donc, il voulait absolument arrêter. Ça a été le but de sa vie. Hein. Jusqu'à maintenant, il a encore toutes les archives. C'est lui qui a ressorti ses cartons pour donner aux policiers du Népal, pour faire à la justice du Népal. Il n'avait plus d'archives, il n'avait plus rien. Herman a sorti ses cartons, comme dans la série. Ah, d'accord. Vous êtes toujours en contact avec... bien sûr, oui. Oui. D'accord. Avec Herman seulement ou d'autres? Avec tout le monde. Avec Sampon Chetimai, le policier d'Interpol de Bangkok, avec Dominique Ronello, avec l'ex-femme de Herman, Angela. Enfin, tous les gens que vous voyez dans la série, on est toujours amis. Qu'est devenu l'ami de Charles Sobhraj, du Serpent, l'Indien? Ah ben ça, personne ne le sait. Personne ne le sait. On pense qu'il a été zigouillé, mais on ne sait pas, il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous le voyez, l'Indien? Il était très gentil, je lui donnais des cours de français. Ah oui? Oui. Et un jour, il m'a dit, il y a tellement de Français qui viennent ici que je ne comprends rien. Est-ce que tu peux m'apprendre un peu de français? Alors j'ai commencé à lui apprendre bonjour, bonsoir. Ça n'a pas été très loin. Hein. On voyait un petit peu qu'il se faisait parfois maltraiter par Charles Sobhraj dans le film, dans la série? Non, pas du tout. Non, ils avaient l'air il était comme deux frères. Dans la série ou dans la réalité? Dans la vraie vie. Oui. Dans la vraie vie, ok. Est-ce que vous avez des nouvelles de Charles Sobhraj? Personnellement? Pas personnellement, mais est-ce que vous avez des nouvelles? Ah, j'entends parler de lui, oui. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Dominique Ronello m'a envoyé un article de journal népalais. J'étais étonné parce que je ne pensais pas qu'il lisait le népalais. Et donc je lui ai demandé de me traduire et il me dit il a été libéré sous caution. Alors j'ai vite envoyé un message à Herman, le Hollandais, qui m'a répondu non, mais je viens de parler avec l'avocat des victimes du Népal. Il dit que Sobhraj va sortir de prison le 2 septembre 2023. Ça a été un terrible choc. C'est dans 2 ans? Oui. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, enfin, venant de l'avocat, je pense que c'est vrai. Et Herman me dit que l'avocat voudrait le convertir en moine bouddhiste. D'accord. Bon courage. Vous y croyez pas? Non. Pas du tout? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il pense qu'à une chose, c'est sortir de là et
et donner des interviews pour 10 000 $, etc., etc. Voilà. Qu'on parle de lui pour très cher. Vous savez que le chirurgien qui lui a fait une opération du cœur au Népal, il a écrit un livre dans le cœur du tueur des bikinis. Inside the Heart of the Bikini Killer. Et il donnait des interviews pour 5 000 $. 5 000 $. Il a eu le cœur de ce gars-là dans ses mains. D'accord. Il y a un désir de s'enrichir derrière cette histoire. Le docteur qui l'a soigné arrive à s'enrichir, alors lui, ça va être... C'est ce qui s'est passé quand il est sorti de prison en 97. Quand il est rentré en France, il a été dans tous les magazines, VHD, etc., interviewé et payé grassement. L'acteur Taha Rahim, celui qui a interviewé, enfin celui qui a incarné le rôle du serpent, est-ce qu'il voulait interviewer aussi Charles Sobhraj? Est-ce qu'il voulait se rendre à la prison? Vous n'avez pas vu ses interviews sur Internet? J'ai regardé. Ben, il y en a un, il explique qu'il aurait bien voulu aller le voir, mais qu'il a appris qu'il fallait le payer pour le voir. Alors il a dit, je ne vais pas donner de l'argent à un assassin. Voilà. Donc il ne l'a pas vu. Est-ce que vous pensez qu'il reviendra en Thaïlande? Je pense pas. Il y a une prescription, mais il n'a jamais été jugé. Hein, en Thaïlande. Il y a des gens qui pensent qu'il a été jugé à peine de mort. Mais il n'y a jamais eu de... Il n'a jamais été arrêté correctement. Il n'est pas passé au tribunal, il n'a pas été jugé. Il aurait peut-être été condamné à la peine de mort, oui. Mais il n'y a pas eu de condamnation, donc... Et maintenant, il y a prescription. Prescription. Donc il pourrait venir en Thaïlande, oui, s'il voulait. Pour me tuer, peut-être. Vous avez peur aujourd'hui? Donc si je le voyais arriver là, je crois que je vais retrouver une base de baseball. Est-ce que vous faites parfois des cauchemars? Non, plus maintenant. Ça fait 45 ans. Par contre, mon voisin d'en face, c'est le chef du village, il a une carabine. Donc il sera là pour... Ah, ils sont adorables. Un jour, j'étais embourbé, ma voiture, là. J'ai même pas eu besoin de demander, ils sont arrivés à... On traversait la route, ils m'ont poussé. C'est comme ça, en Thaïlande. Qu'est-ce que cette série Netflix, Le Serpent, a changé dans votre vie? Un nombre incalculable de gens qui... Beaucoup me connaissaient, mais ne connaissaient pas l'histoire ou très peu. Qui se sont jetés sur moi, m'envoyaient des messages de sympathie, d'admiration, tout ça. Je suis un peu... pas choqué, mais c'est un petit peu exagéré quand même, parce que mon rôle a été exagéré dans la série, pour moi. Hein. À quel niveau? Au niveau courage. J'ai eu du courage, c'est vrai, il a fallu être brave. Hein. Mais c'était pas aussi dangereux que ça a l'air. Hein. Vous n'avez jamais risqué votre vie? Oui, quand on y repense après, oui, bien sûr. Si c'était vraiment aperçu qu'on avait tout compris, je ne sais pas si je serais encore là. Vous vous sentiez totalement impuissante à l'époque, ou est-ce que vous avez des regrets? Vous auriez pu faire quelque chose? On se sentait impuissant parce que le garçon dont je vous parlais, la Yannick, qui était secrétaire, nous avait promis, après qu'on lui ait payé son billet d'avion pour rentrer en France, de nous rembourser et puis de contacter Interpol en France et de nous envoyer la police. Donc on a attendu pendant des mois et ça n'a rien passé. Et donc c'est là qu'on a réussi à contacter l'ambassade d'Angleterre par des moyens détournés et que en fait les Hollandais ont fini par être contactés et qu'on a monté on nous appelait la French Connection avec Herman pour rassembler les informations, pour monter un dossier pour apporter à la police thaï. Qu'est-ce qui a fait qu'il se fasse arrêter? On voit dans la série qu'il y a eu l'envoi d'un fax. Enfin, vous dites que c'est pas un fax? Un téléx. Un téléx. C'est le dossier qu'on a monté avec Herman, avec photos, dessins, etc. à l'appui, qui a déclenché l'arrestation par la police thaï, qui l'a laissé partir. La veille, ça vous ne voyez pas dans la série, la veille de l'arrestation, j'étais chez eux, il y avait une boîte à chaussures. Est-ce que c'est un carton pour les chaussures? Oui.
pleines de saphirs. Des petits saphirs, hein, mais ça coûte de l'argent quand même. Alors, je pense que ça a servi à acheter la liberté. Et pas simplement une montre comme dans la série. Parce que dans la série, on voit pas trop l'aspect richesse, le fait qu'il veuille s'enrichir en fait. On ne le voit pas énormément. On voit plus que c'est un sociopathe, psychopathe. C'était mon impression. Il s'enrichit, je pense pas qu'il ait gagné des millions, mais il gagnait de quoi entretenir son décor, quoi. Sa femme, son chien, son singe, et puis les amis qui venaient, les invitations, acheter du stock aussi. Disons qu'il était à l'aise. Il n'est pas milliardaire. Hein. Non, je pense qu'il dépensait beaucoup aussi. D'accord. Parce qu'il s'est retrouvé fauché pas mal de fois. Oui, bah, bien sûr. Comme dans la série, ça raconte bien. Je pense qu'il était peut-être flambeur aussi, parce que comme au Népal où il joue au poker et qu'il perd tout. Il est séducteur avec les femmes? Bon, il n'a pas été avec moi. Hein. Il a essayé? Et j'étais jeune marié, moi je voyais que mon mari. Hein. De D'accord. toute façon, je ne sais pas s'il a essayé. Non, je pense pas. Mais non, il a eu quand même deux maîtresses taille. Hein. Il y a eu Anne, celle qu'on voit dans la série, qui vend des bijoux. C'est ça. Celle-là, je l'ai rencontrée. Et il y a eu Rung aussi, et qu'on voit dans le documentaire Thaï. Qui était serveuse dans un coffee shop à Bangkok, que j'avais vu. Mais je ne pensais pas que... Là, elle raconte tout. On dirait qu'elle avait vraiment une liaison entretenue avec lui. Je ne sais pas si c'est vrai à ce point-là. Et aujourd'hui, Nadine, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes donc en Thaïlande, on est à Kanom. On est à Kanom, dans la province de Nakhon Si Thammarat. C'est au bord d'une plage de 10 km de long, très peu fréquentée. C'est une station pour touristique, mais que très peu d'étrangers connaissent. C'est très calme, c'est sympa. Il y a des daupharos qui passent le long de la plage. Il y a des cavernes à visiter, il y a des cascades. Est-ce qu'on vient vous voir, vous rendre visite par rapport à la série? Oh, j'ai eu quelques visites, oui. D'accord. Plutôt des particuliers ou des journalistes? Ah, il y a eu des journalistes, oui. Enfin, ils s'annoncent en général, mais j'ai eu des gens qui sont venus me voir comme ça. Rien que pour me voir en chair et en os. Ils vous parlent de cette histoire. Est-ce que ça vous dérange? Des fois, ils ne parlent pas. Moi, je devine, avoir leurs yeux. J'ai eu un jeune couple la semaine dernière. Ils sont entrés soi-disant pour demander des renseignements pour les chambres. Mais ils me regardaient tous les deux comme si j'étais Michael Jackson. Les yeux ronds comme ça. Mais ils n'ont pas osé parler. Et moi, j'ai rien dit parce que je me doutais bien que c'était ça. Et en fait, ils ne voulaient pas de chambre du tout. C'était juste quand je leur ai proposé de visiter les chambres, ils ont dit oh, non, on va voir un peu partout. Est-ce que ça vous embête aujourd'hui de parler de cette histoire-là? Vous avez envie de tirer un trait ou est-ce que ça vous fait plaisir un petit peu de... Ça me rajeunit. Oui. Ça me rajeunit. Non, ça ne me dérange pas. C'est pas tous les jours. Hein. C'est de temps en temps. Donc aujourd'hui, vous tenez un resort? Oui, à Kanom. J'ai 14 chambres, des petites et des grandes. Le Bamboo Resort, oui, avec donc 14 chambres et une maison avec 2 chambres. Une petite piscine. Et puis bon, on est là pour aider les gens s'ils veulent louer des motos, etc., faire des excursions. Super. Vous avez une page Facebook? Oui, j'ai la page Facebook Bamboo Resort Kanom. Voilà, écoutez, je vous mets le lien de la page Facebook en description. Bamboo Resort Kanom. N'hésitez pas en tout cas à venir faire un petit coucou à Nadine, ça lui fera plaisir. Oui, avec plaisir. Vous pouvez m'écrire, je réponds à tout le monde. Si vous voulez des renseignements, n'importe quoi. Juste me dire bonjour, ça fait plaisir. Et est-ce que s'ils veulent parler du serpent aussi ou pas? Non? Les gens qui logent chez moi peuvent, les autres non. Voilà, c'est clair. Donc si vous voulez parler du serpent ou de la série Netflix, il va falloir venir au Bamboo Resort. Comment faisait-il pour repérer ses victimes? Eh bien, il y avait un nid, entre guillemets, à l'hôtel Malaysia. C'est un hôtel qui n'était pas très loin de Kelly House, d'ailleurs.
où se retrouvaient la plupart des hippies, sac à dos, tout ce qu'on peut les appeler à cette époque-là. Mais il y en avait partout, partout, partout. C'était la grande mode, hein, l'Asie à sac à dos. Donc, Malaysia Hotel. Voilà. Et donc, il repérait de quelle façon? Ah, en draguant? Non, il s'est installé au coffee shop. Et puis, les gens qui venaient s'asseoir à côté de lui, il leur adressait la parole. Puis il les sondait, ouais, si c'était intéressant pour lui ou pas. Est-ce qu'ils avaient de l'argent ou pas? En principe, ils avaient de l'argent. À l'époque, il n'y avait pas Western Union, le mandat postal prenait 10 jours. Les gens avaient de l'argent sur eux, ils avaient des traveler chèques. Et une grosse somme, parce qu'ils partaient pour 1 an, 2 ans, donc ils avaient en principe pas mal d'argent sur eux. Et donc, quand il voit que quelqu'un a de l'argent, qu'est-ce qu'il fait ensuite? C'est quoi? Il l'invite chez lui. Ils les invitaient chez lui. Boire un verre? Boire un verre, et puis ils revenaient, il leur parlait des pierres, qu'ils pourraient acheter des pierres. C'est là qu'ils voyaient aussi combien d'argent ils avaient sur eux, disponibilité, pour pouvoir les revendre une fois rentrés dans leur pays. Ils feraient un très gros profit, ils les attiraient comme ça. Et puis si ça marchait, ils tombaient malades. Vous avez visité chez lui? J'y allais tous les jours, oui. Tous les jours. Est-ce que vous aviez une idée où est-ce qu'il planquait les passeports, les médicaments, enfin tout ce dont il se servait pour droguer? Pour droguer, non, ça j'ai pas vu. Enfin, il y avait des médicaments dans le placard de la cuisine, hein, pour Dominique par exemple. Mais la plante comme ils ont trouvé dans la série, là, ça j'ai pas vu, je pense pas. Et même j'y suis allé après, avec Herman, on est allé fouiller, on a récupéré tout ce qu'on pouvait dans cet appartement. On n'a pas trouvé de médicaments cachés. Quand les victimes se sentaient malades, donc ils venaient avec des médicaments prétextant qu'il allait les guérir. Oui. Est-ce que leur état s'empirait ou est-ce qu'ils restaient les mêmes en fait? Ah, ils s'empiraient. Et dès qu'ils faisaient un geste pour partir, ou même Dominique par exemple, il retombait plus malade. Ça durait pas longtemps, hein, 2-3 jours, et puis après, il s'en allait. 2-3 jours. Soi-disant. D'accord. Comme dans la série, on les voit les porter dans l'escalier avec Adjé, ça se passait comme ça. Dominique s'est rendu compte qu'il se sentait mieux Quand il prenait plus les médicaments. Il a arrêté de prendre les médicaments quand le singe est mort. Ça c'est vrai cette histoire, hein, le singe. Là il y a eu un gros doute là. Bien que, comme elle dit, la dose qu'il avait donnée au singe, c'est une dose pour un homme adulte, c'est pas pour un petit singe de 2 kilos, quoi. Mais quand même, il ne doutait pas de lui, hein. Il ne doutait pas de lui-même, jamais, jamais. Il avait toujours raison, il avait toujours le dernier mot. Voilà. Dernière question, Nadine. Est-ce que vous pensez que Charles Sobrage a changé avec le temps? Non. Non, 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 non. À mon avis, il est toujours sûr de lui et il attend qu'une chose, c'est de sortir et de se refaire une vie avec tout l'argent qu'il va faire avec ses interviews. Voilà. Si vous aviez quelque chose à lui dire, qu'est-ce que vous lui diriez? Je ne veux pas lui parler. Rien à lui dire là. Non, rien à dire. Non, Okay. si peut-être. Est-ce que tu es content de toi? Donc c'est une question là. Oui. Est-ce que tu es content de toi? Et il répondrait oui, c'est sûr. Ah oui. Ah bon? Pourquoi il répondrait oui? Est-ce que son but c'est de... Parce que lui, il n'a jamais rien fait de mal. Pour lui, c'est pas mal. Il a débarrassé la société de gens absolument inutiles. Il l'a dit, ça. Hein. C'était pas grave de supprimer ce genre de personnes qui servent à rien. Est-ce que ils ont exagéré les choses dans la série? Certaines choses, oui. Mon rôle, par exemple, j'ai été courageuse, mais quand même, c'était pas si grave. On voit que Charles Sobrage, le serpent, est charismatique dans la série. Est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'est Non, vrai? non, 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 c'était comme ça. D'ailleurs, c'est une question que Tahar Rahim m'a posée quand je l'ai vu sur le tournage. Est-ce que les gens s'arrêtaient de parler quand ils rentraient dans la pièce? Et effectivement, oui. D'accord. Donc il devait être charismatique pour que les gens le suivent en fait. Ah oui, oui, il emmenait les gens chez lui, il les rencontrait au coffee shop de cet hôtel Malaysia. Il leur offrait peut-être un verre et puis il les invitait chez lui. Venez chez moi, j'ai ma femme,
J'ai mon cuisinier, toujours ce Yannick, là, qui faisait le secrétaire cuisinier, etc. Donc c'était inespéré pour eux, qui étaient partis de chez eux depuis des mois, qui ne connaissaient que des chambres d'hôtel pas très claires, de se retrouver invités chez quelqu'un, à dîner, etc. Donc voilà, ils les embobinaient comme ça. Et moi je faisais partie du décor, comme le chien, le singe et le punching ball. Est-ce qu'il vous a servi à boire un verre? Ah bah, plusieurs fois, oui. Il n'y a pas eu de... Non, dans l'histoire du Mai Tai, dans le film, c'est pas... J'ai pas eu ça. Non. Par contre, j'ai eu le coup de poing dans l'estomac. Il n'attendait rien de vous. Est-ce qu'il attendait quelque chose de vous? Il attendait que je lui ramène des clients. Ça a été un peu exagéré aussi dans le film. Hein. Je lui ai amené, évidemment, j'étais contente de... Il fabriquait des bijoux, il faisait fabriquer des bijoux, des gourmettes, par exemple, je me souviens d'une gourmette, pour des gens que je connaissais, à prix très intéressant. Donc je lui ai amené, si je rencontrais des gens qui étaient intéressés, je lui ai amené. Il n'a jamais pensé à vous faire du mal, comme les autres victimes? Non, à part le coup de poing dans l'estomac, lui-même n'a pas compris pourquoi. Vous savez pourquoi, non? Non, lui-même ne le sait pas, je pense. Hein. C'était un amusement, quoi. Est-ce qu'il vous aimait, en fait, peut-être? Ah oui, oui, mais il m'a couru après dans l'escalier, il a tambouriné à ma porte pour s'excuser. Mais bon, donc c'était pas méchant de sa part, quoi. Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui au Bon Bourg. De rien, de rien.